Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous raconte l'histoire de la célèbre compagnie aérienne Panam. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire, à corriger une erreur qui aurait pu être commise dans cette vidéo. Cette vidéo a été sourcée notamment à partir des sites Wikipédia ou encore de l'excellent site Aéro Histoire sur Blogspot et divers autres articles sur la Panam. Pan American Airways, bien plus qu'une simple compagnie aérienne, c'est un peu l'histoire du transport de passagers par avion à elle toute seule. Son logo bleu évoquait les voyages autour du monde, le business, le rêve. Elle était la compagnie aérienne la plus connue, la plus prestigieuse, celle qui avait les liaisons les plus lointaines. Elle était vraiment la compagnie qu'on n'imaginait pas voir disparaître un jour. Elle apparaît notamment dans des films futuristes, 2001 Odyssée de l'espace ou encore Blade Runner. Elle se montre aussi dans les génériques des premiers James Bond et elle est aussi un peu star malgré elle des films Arrête-moi si tu peux et Aviator. Pan American Airways a été créé en 1926, non pas par Rowan Tripp, son patron le plus emblématique, mais par John K. Montgomery et Richard B. Beaver. À son lancement, la compagnie effectue juste une liaison entre la Floride et Cuba, et c'est bien Rowan Tripp qui va la développer. Rowan Tripp de son côté a lancé une petite compagnie du côté de New York, il fait quelques vols touristiques, mais pour des raisons financières, il va s'intéresser au marché de la distribution de courrier par avion. Il va remporter de nombreuses lignes, dont une entre Miami et Cuba. Pour assurer cette liaison, il doit racheter une petite compagnie de Floride, la Panam. Nous sommes dans les années 20, le transport de passagers n'en est qu'à ses débuts, et Rowan Tripp va rencontrer le constructeur hollandais Fokker et commander plusieurs exemplaires de son nouveau trimoteur, qui pourrait en plus de transporter du courrier, transporter quelques passagers. Dans les années 30, la Panam décide de développer son réseau entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, soit en rachetant des petites compagnies en difficulté, soit en signant des contrats avec les pays pour les transports du courrier. Au début des années 30, la Panam dessert les plus grandes villes d'Amérique du Sud et sa valeur en bourse ne cesse d'augmenter. Le prochain défi de Rowan Tripp est de desservir l'Europe. Pour cela, le plus simple serait de nouer un partenariat avec les compagnies locales, mais cela pose quelques problèmes, notamment avec la compagnie nationale française de l'époque, l'Aéropostale. Finalement, la Panam trouvera un accord avec les gouvernements pour desservir la France et l'Angleterre. Le voyage se fait à bord d'un hydravion Siloski S-40, des ravitaillements ont lieu aux Bermudes et dans les Açores. Avec le même avion, la Panam va aussi rallier la côte ouest des États-Unis jusqu'à Hong Kong en passant par Hawaï. Ensuite sera créée une ligne San Francisco-Chine avec des hydravions Martin M130 et Boeing 314. Sur place, les voyageurs peuvent emprunter la Compagnie nationale d'aviation chinoise qui est propriété de la Panam depuis 1933. Au début des années 40, Panam est la seule compagnie capable de vous faire un véritable tour du monde, comptez environ 28 heures pour faire New York-Londres au lieu d'une semaine en bateau, ou seulement quelques jours pour faire San Francisco-Singapour à la place d'un mois toujours en bateau. C'est le temps où les hydravions sont maîtres du ciel, les pilotes doivent être capables de naviguer aux instruments, à vue, aux étoiles. Ce sont plus des navigateurs que des pilotes et c'est eux qui imposeront l'uniforme de la marine dans l'aviation. Les vestes et casquettes de commandant de bord à bord de la Panam sont totalement issus de la marine et les autres compagnies suivront. Après la guerre, la Panam va perdre son monopole sur le trafic international aux États-Unis. Ces faits sont plutôt bien racontés dans le film de Martin Scorsese Aviator, qui raconte entre autres le combat entre la Panam et la TWA pour le marché international. Si la Panam possède certainement la flotte la plus complète, la plus luxueuse, notamment avec les Boeing 377, les Douglas DC-6 ou encore les Lockheed Constellation, pour survivre, elle va devoir innover, rendre le transport de passagers par avion encore plus confortable, plus fiable et plus rapide. En 1950, elle change de nom pour devenir la Pan American World Airways à la place de la Pan American Airways. La Panam va avoir un rôle de premier plan dans la révolution technique que va subir le marché de l'aviation civile. La compagnie commande en 1955 20 exemplaires du futur Boeing 707, l'un des premiers avions à réaction destinés au transport de passagers. L'avion vole pour la première fois en 1958 sous les couleurs de la Panam. Quelques années plus tard, la gouvernance de la Panam va demander à Boeing de développer un avion capable de transporter 2 fois plus de passagers que le 707. C'est la naissance du Boeing 747. La grandeur de la Panam s'expose aussi à New York depuis 1963. Elle possède à l'époque la plus grande tour de bureau du monde, l'immeuble Panam. Depuis son toit, on peut prendre un hélicoptère et se rendre en 7 minutes à l'aéroport JFK au World Port, un terminal impressionnant réalisé à la demande de la compagnie. Rowan Tripp prend sa retraite en 1968, son bilan est exceptionnel, 150 avions desservant 86 pays, près de 7 millions de passagers en 1966, la compagnie possédait 1 milliard de trésorerie.
En 1970, la Panam est la première compagnie à mettre en place le 747 qui transportera la même année 11 millions de passagers. À peine 5 ans plus tard, la crise pétrolière de 1973 va perturber le succès insolent de la compagnie. Le carburant est plus cher, le marché est ouvert à toutes les compagnies et certaines ont même des subventions gouvernementales. Les Boeing 747 sont loin d'être pleins, la compagnie qui avait 1 milliard de côté est désormais déficitaire de 1 milliard. Près de 12 000 employés seront licenciés. La Panam décide pour sortir la tête de l'eau de se créer un réseau de lignes intérieures aux États-Unis, ce qu'elle n'a jamais fait. Grâce à la déréglementation aérienne, elle va ouvrir quelques lignes, mais surtout en 1980, pour développer plus vite son réseau, elle rachète National Airlines. Beaucoup de compagnies aériennes sont potentiellement intéressées par cette entreprise, ce qui va mener la Panam à monter les enchères bien trop haut. 500 millions de dollars qu'elle doit emprunter. De plus, l'intégration de National Airlines ne se passe pas très bien, le personnel de la compagnie fraîchement absorbé veut les mêmes conditions salariales que les employés de la Panam, les flottes des deux compagnies sont aussi extrêmement différentes. En 1985, la Panam a bien du mal à rembourser ses dettes, elle vend alors à United Airlines ses liaisons côté Océan Pacifique. Elle est aussi obligée de se séparer du Panam Building à New York, vendu à une compagnie d'assurance, il deviendra le MetLife Building. Le coup de grâce arrive le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la Panam explose en partie au-dessus de la ville de Lockerbie en Écosse, bilan près de 300 morts dont 11 au sol, l'enquête semble désigner comme commanditaire de cet attentat la Libye en réponse à une attaque des États-Unis sur Tripoli en 1986, la Panam devient soudain une compagnie potentiellement cible des ennemis des États-Unis. Les passagers essayent de l'éviter, tout comme les agences de voyage. En août 1991, c'est la fin. Les dernières lignes intéressantes sont rachetées par Delta Airlines, la marque Panam continue d'exister sur des lignes Miami-Amérique du Sud avant de disparaître complètement en décembre 1991. La marque, même aujourd'hui, dispose toujours d'une énorme puissance, ainsi des entrepreneurs vont tenter de la faire revivre en rachetant cette marque Panam. En 1992, la marque est rachetée, en 1996, la compagnie Panam 2 est lancée avec des Airbus A320, ils desservent les Caraïbes, quelques villes aux États-Unis, mais l'aventure s'arrêtera en 1998. La marque est ensuite rachetée par une société ferroviaire qui va exploiter quelques lignes dans un certain anonymat jusqu'en 2008, où la société n'a plus les moyens de financer et de faire voler ses avions. Quoi qu'il arrive, et vu la puissance encore grande aujourd'hui de la marque, je suis persuadé qu'elle reviendra un jour, peu importe la forme. On peut d'ailleurs toujours aujourd'hui acheter des produits dérivés Panam, comme des avions miniatures ou encore des sacs Panam. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à corriger de potentielles petites erreurs qui ont pu être commises. Je le répète, cet article a été sourcé d'après Wikipédia et d'après le site AeroEast, qui avait des versions différentes sur pas mal de choses, plus d'autres articles, donc il se peut qu'il y ait des petites erreurs, peut-être au niveau de certains chiffres dans cette vidéo. Salut!